Yo, c'est Samuel Sartenay et vous écoutez Toute Première Fois. Comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père ? Vaste question à laquelle le comédien Samuel Sartenay se confronte dans son premier seul en scène garçon tous les jeudis à la Nouvelle Scène. Dans ce spectacle drôle et sensible, l'humoriste de 26 ans raconte les difficultés des jeunes garçons qui ne se retrouvent pas dans les cases de la masculinité, mais essaient tant bien que mal d'y rentrer avant de réussir à s'en libérer. Ce qui en partie aide Samuel, une maladie qui l'oblige enfant à rester 2 ans dans un fauteuil roulant. À l'hôpital, majoritairement soigné par des femmes, il découvre une autre manière d'être au monde, plus en prise avec ses émotions. S'il est hétéro, Samuel brise les clichés de l'humoriste bof sexiste qui refuse de se déconstruire comme on le voit encore un peu sur scène aujourd'hui. Il partage avec le public ses états d'âme, l'évolution de sa relation avec son père, sa découverte du plaisir prostatique ou son amour pour les princesses et les robes. Un spectacle à ne pas manquer. Toute première fois, saison 4, épisode 8, Samuel Sartenay. Et du coup, dans ce premier spectacle, donc Garçon, tu racontes beaucoup de choses très personnelles. Et notamment, une des choses que tu racontes, c'est que quand tu étais petit, tu voulais pas devenir footballeur comme tous les petits garçons qui étaient avec toi. Même si sur scène, tu jongles et tu fais un peu de foot parce que du coup, t'en as fait quand tu étais plus jeune. Ouais. Mais tu voulais devenir princesse. C'est ça. Et tu ne l'es pas devenue du coup. Mais tu peux quand même un peu vivre ce rêve un peu sur scène. Ouais. Et tu te confies notamment sur ça, tu te confies aussi sur beaucoup d'autres choses. Et je me demandais pour commencer d'où était née du coup cette passion du jeu et de la scène, du coup, vu que tu n'as pas pu devenir princesse. Pourquoi être devenue humoriste du coup ? Non, c'est vrai que c'était pas du tout prédestiné, dans le sens où mon père est électricien, ma mère est comptable. Tu vois, j'avais pas du tout. Enfin, dans mon environnement perso, il y a personne qui est artiste. Assumé. En vrai, je suis sûr qu'il y a plein d'artistes, mais maintenant que moi je le fais, je pense qu'il y a de plus en plus de gens autour de moi dans ma famille qui se disent mais peut-être que moi aussi en fait j'ai une âme artistique, je l'ai pas exprimé. Et donc en fait ça a commencé parce que je me suis retrouvé animateur dans des clubs de vacances aux Canaries. Et pour rentrer, moi j'étais dans l'équipe française, mais pour rentrer dans l'équipe internationale, il fallait absolument être danseuse ou danseur pro, ou magicien ou chanteur et tout. Et en fait, moi je savais pas du tout faire ça, sauf que je savais déjà parler anglais et espagnol, et du coup j'étais pote avec un peu tout le groupe. Et à un moment donné, le metteur en scène, vu qu'il était un peu fou, le metteur en scène et chorégraphe, il était un peu fou et du coup il y avait beaucoup de turnover dans les équipes et tout. Et il saoulait tout le monde et il hurlait sur les gens. Vraiment, c'était un peu le cliché d'un gay italien qui était là en mode pero que cazzo, c'était n'importe quoi. Bref, faites de l'animation, c'est intéressant. Et donc du coup il y avait un gros turnover et des fois ils avaient besoin de gens juste pour faire des passages, faire du triangle, faire du air guitare, des trucs un peu bêtes, tu vois. Et donc j'ai commencé par ça, et puis à un moment donné il m'a demandé d'apprendre une choré parce qu'il en avait besoin. D'accord. Et en fait je me suis retrouvé à m'entraîner 6 fois plus que les autres parce que eux et elles dans l'équipe, elles avaient fait des tournées internationales avec des groupes de danse de zinzin en mode truc de Brésil, Dubaï et tout, des trucs chambés quoi. Et moi j'étais en mode je sais pas faire ça. Voilà. Et donc vraiment je m'étire et tout, j'essaie d'apprendre. Je suis footballeur de base, donc vraiment je suis souple comme un bâton. Et finalement au fur et à mesure de l'apprentissage, je réussis à faire cette choré et ça me demande énormément d'investissement corporel, physique, même psychologique. Je fais cette choré, je me mélange dans le groupe, ça se passe, il y a une standing ovation à la fin. Et là, je prends et je me dis, ok, c'est ça, il faut que je fasse ça. L'adrénaline que ça me dégage, toute la sueur de mon front qu'on est sorti pour en arriver là, c'est exactement genre le but de ma vie que je cherchais. Parce que petit aparté, pendant toute cette partie-là de ma vie, en vrai, je consommais beaucoup de cannabis, je buvais beaucoup d'alcool. C'était vraiment des refuges pour moi, la drogue. C'était quand t'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, même, tu vois, entre mes 16 et mes 22 ans, c'était vraiment, ça résumait vraiment mes week-ends et mes fins de journée. En fait, c'était le moment où je me libérais enfin, où je pouvais enfin m'exprimer, à danser, à faire n'importe quoi et tout. Et là d'un coup je découvre une drogue saine. Je me dis c'est peut-être la drogue à laquelle je vais pouvoir m'accrocher qui va m'aider à m'en sortir quoi.
Voilà. Mais du coup, comment t'en es arrivé à faire des blagues? Est-ce que t'aurais pu justement prendre des cours de danse, de chant, jongler, ce que tu disais finalement, et C'est pourquoi vrai. la scène alors? Mais parce que danseur, tu te rends vite compte que C'est compliqué. et que vraiment j'étais peut-être encore jeune, même si j'avais que 20 ans, 21 ans. Non, clairement, j'avais pas le niveau. Enfin, genre, je pouvais apprendre des chorés, mais c'était foutu, quoi. Et puis, d'un coup, je me reconnecte aussi au fait que, en fait, j'ai toujours adoré les humoristes. J'ai toujours trouvé ça génial, notamment Kian Kojandi. Au même moment, il y a un bon moment qui commence à arriver. Je regarde des vidéos de Kian Kojandi de plus en plus, de Navo, de Kéron, qui expliquent que eux au début ils étaient nuls. Et je me dis, bah c'est pas possible. Mais enfin, Kian Kojandi il a jamais été nul. Enfin, je veux dire, c'est un monstre, le mec il est trop fort dans tout ce qu'il fait et tout. Et non, en fait, il explique que de base il était nul, qu'il a juste travaillé comme un fou et qu'il est arrivé. J'étais en mode, ça veut dire que je peux le faire du coup. Ça veut dire que c'est possible. Et donc d'un coup, je me rends compte qu'on n'est pas artiste mais qu'on le devient. En même temps, il y a Roman Fressinet qui est à l'ENH, l'école de l'humour nationale du Québec. Ouais. L'école nationale de l'humour, pardon, au Québec. Et qui sort des interviews en expliquant que lui, il a fait une école. Donc je me dis, ah ok, donc ça s'apprend à être humoriste, ça s'apprend, il y a même des écoles pour ça et tout. Je me dis, c'est génial, il faut que je fasse ça. En même temps, le Covid arrive, je me retrouve rapatrié en France. Et je dis à mes parents, écoutez, je crois que je vais faire une école d'humour. Ils ont un peu bugué, mais en vrai, ils m'ont soutenu de ouf. Dans un fauteuil pendant 2 ans, donc tu parles de choses assez graves, mais aussi parfois assez drôles. Tes premières fois sexuelles, t'as découvert du plaisir prostatique, des choses comme ça. Mais je me disais, c'est quand même faut réussir pour un premier spectacle à faire ce genre de blagues, parce que souvent les jeunes humoristes ils privilégient des choses un peu dans l'air du temps ou des trucs sur les relations amoureuses, des trucs comme ça. Alors que toi, c'est très personnel, très tu te dévoiles beaucoup. Et je me disais, est-ce que c'était une nécessité pour toi de faire ça? Et de pas faire un premier spectacle un peu tiède, justement, avant un deuxième plus personnel. Waouh, trop sympa de dire que mon spectacle est pas tiède et tout, j'adore. Et merci beaucoup déjà. Et oui, en fait, tu l'as très bien dit, c'était une nécessité. En fait, c'est que, du coup, j'avais jamais imaginé le fait que je pouvais être auteur, humoriste, etc. dans ces années-là. Mais en fait, j'avais tellement souffert de cette solitude, tu vois. En fait, j'osais en parler un peu à personne. J'étais en mode, tous mes questionnements sur le genre, être un garçon, le plaisir prostatique, les premières fois, le sexe. En fait, les seules personnes avec qui j'en parlais, du coup, c'était des meufs. Et du coup, j'avais pas forcément de regard de mec. Et en fait, je me sentais pas mal seul. Et je sais pas pourquoi, quand je vivais des trucs comme ça, enfin, du coup, vraiment, cette découverte du plaisir prostatique avec le God Michel, ma chérie de l'époque, enfin, tu vois, c'est le Patrick, voilà. Je crois, dans le spectacle. Exactement. Et sacré Patrick, je revois l'engin et je me dis comment ça a pu me traverser l'idée. Mais voilà. Et donc, vraiment, je me dis, mais comment se fait-il que je me sente si seul et que je puisse en parler à personne? Et donc, à ce moment-là, je me dis, un jour. En fait, je me disais, c'est pas possible que je sois le seul, et il faut qu'un jour ça puisse servir à quelqu'un. Je me disais vraiment, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai vécu ça, vraiment, c'est étrange. Je sens bien que je suis pas le seul, et pourtant j'aurais tellement aimé qu'on me dise, mec. Tu voyais personne, et c'est là où tu t'es dit, je vais l'écrire du coup, et le dire. Et c'est ça, en fait, plusieurs années plus tard, du coup, quand je me suis retrouvé à devoir écrire un spectacle et qu'on m'a dit, il faut que tu parles de quelque chose qui te touche, qui sont importants pour toi, que t'as envie de défendre. J'étais en mode, je sais, hein. Vraiment, Patrick. Bon, j'ai une scène qui me vient en tête assez rapidement là. C'est à partir de là que t'as écrit tout le spectacle? Non, c'est vraiment à partir du port de la robe. D'accord. C'est vraiment le port. En fait, c'est le personnage du père et le port de la robe qui m'ont vraiment guidé. Mais parce que sur scène, du coup, ça fait partie des scènes qui je trouve sont assez marquantes. Du coup, tu racontes ta passion pour les robes, que quand t'étais petite. Tu avais, non, c'est pas quand t'étais petit, mais que quand t'étais au collège, t'en avais mis, tu voulais en mettre une pour le bal du collège, ou faire la fête du collège, et que ton père t'a dit non, pas du tout, et que beaucoup plus tard, du coup, t'en as acheté pour la première fois, t'en as porté. Et t'as aussi, du coup, tu racontes cette agression que t'as eue dans la rue la première fois que t'en as porté une dans l'espace public. Et c'est vrai que c'est très fort, quoi. J'imagine, donc c'est par là que t'as commencé l'écriture du spectacle. C'est ça. En vrai, c'est exactement ça. Ça m'a tellement choqué. Et en même temps, j'étais là en mode, mais c'est qu'un vêtement. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que c'est tout un drame et tout. Et en plus, il y avait ce truc où je me sentais puissant quand je portais une robe. J'étais en mode, franchement. Alors, c'était pas du tout adapté, c'était une robe, c'était une robe que ma meilleure pote m'avait prêtée, enfin bref, et vraiment c'était une petite robe à fleurs très courte, on était au mois de février, il faisait super froid, j'avais des collants et tout.
Donc, bref, c'était assez intense, mais j'avais du Booba dans les oreilles et j'étais là en mode sur l'album Westside, en mode il y a quoi en fait, et je suis là et je marche. Et donc ouais, c'était vraiment mélanger ses forces en fait. Je trouvais qu'il y avait trop de trucs stylés dans tout ce qu'on dit de féminin et trop de trucs stylés que j'apprends à trouver stylés dans ce qu'il y avait de masculin. Et du coup j'étais en mode je veux m'emparer de tout ça et l'incarner. Et l'incarner, ouais. Et justement, tu as mis plusieurs années du coup à écrire ce spectacle, comme tu me le disais, notamment tu as commencé à ton école, pendant ton école, et tu l'as perfectionné ensuite avec Noémie Delattre du coup. Et est-ce que... Bisous Noémie, je t'aime. Le message lui sera passé. Est-ce que justement, quand t'es monté sur scène les premières fois, est-ce que tu as eu très peur justement de parler de ces choses aussi personnelles? Est-ce que tu t'es dit à quel moment je mets le curseur de jusqu'où je vais, qu'est-ce que je dis, quelle blague je fais, comment je le dis? Ou finalement tu t'y allais directement de manière assez frontale? Ou est-ce que au fur et à mesure t'as ajouté des petits détails plus personnels? C'est vrai que des fois c'était très cru et j'avais des profs qui me disaient mec en vrai sors de la réalité mais des trucs parce que vraiment c'est chaud mec, tu peux pas raconter, enfin tu peux raconter ça mais c'est quand même très cru. Et en fait il y a aussi ce truc t'en as l'impression que je me mettais à pleurer alors que pas du tout. Et en fait il y avait cette idée aussi ne fais pas ta thérapie sur scène. Tu vois il y a ce truc qui revient en mode de faire attention du moins en mode ça peut être un exutoire, tu peux parler de plein de choses, mais digère les choses en amont avant d'en parler sur scène. C'est important, sinon ça veut dire que tu manques de recul sur ce que tu es en train de dire et ça peut être dangereux, tu vois. À la fois pour toi personnellement et en même temps pour ton spectacle qui du coup dans 6 mois peut ne plus être du tout... voilà. Ouais. Et le truc qui m'a sauvé pour de vrai, c'est la psychothérapie. C'est d'être suivi à côté. Donc tu fais une psychothérapie, tu réfléchis sur toi, tu apprends des choses, tu réfléchis, et puis tu t'informes sur le monde, sur ce qui t'entoure, sur ce que ça veut dire, les relations familiales, le passé, comment enfin bref. Donc t'as pu tout digérer et ensuite, du coup, le dire sur scène, c'est moins compliqué. Exactement. Enfin, je suis persuadé du moins que ça m'a aidé. Parce que d'un coup, t'as plus de recul. Enfin, tu vois, j'ai commencé une psychothérapie à 20 ans, quoi. Donc... Là, t'as 26 ans, toi, donc ça fait 6 21 ans. À 21 ans. Ah, je croyais que tu allais me dire j'ai 21 ans, j'étais là. Non, j'ai 26 ans, mais j'ai commencé à 21 ans. Donc, ouais, ça fait 5 ans. Ouais. Et ouais, du coup, ça t'aide sur scène pour tous ces événements-là, j'imagine, de les raconter. Et tu dis justement que le spectacle, du coup, il a changé, parce que tu m'as dit ça avant qu'on fasse l'interview, que c'était pas exactement le même depuis les débuts. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que justement, maintenant, t'es beaucoup plus à l'aise avec certaines choses? Ou c'est des blagues qui ont changé? Non, tu me disais que t'avais justement des choses qui avaient évolué, que t'avais ajouté des choses, etc. Je me demandais justement... qu'est-ce qui a changé depuis les débuts? Du coup, il y a soit une première version que j'avais fait du spectacle avant de rencontrer Noémie, donc là pour le coup ça a énormément changé. Et maintenant, depuis que j'ai fait la première de Garçon, le spectacle a évolué, mais je dirais plus changé. Il a évolué dans le sens où tu sais, il y a plein de choses que t'écris, puis tu les dis, et tu te dis c'était beaucoup mieux à l'écrit. C'était beaucoup mieux à l'écrit, je comprends. Et donc du coup, il y a vraiment juste cette idée de... Tu sais, ça sonne moins bien, tu dis non, ok, faut que je le retravaille. Et des fois, tu t'en rends pas compte et tu dis non, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et il y a un jour, tu te dis, mais non, c'était pas ça. Donc en vrai, c'est juste des petites phrases de temps en temps. Et un ton, peut-être, des choses que tu changeais, des manières de dire, peut-être, j'imagine ou... Plutôt, oui, c'est vrai que ça peut être ça, mais c'est plutôt des phrases, la sémantique, des choses où tu dis, ah ok, mon idée, elle était pas assez précise là, il faut que ça soit plus fin, plus direct, plus précis. Il y a vraiment ce truc où ça me passionne, mais je trouve ça magnifique. Enfin, une phrase, tu peux la retourner dans tous les sens jusqu'à arriver sur... Enfin, tu sais, c'est du diamant que tu tailles, quoi. T'es là en mode, non, mais c'est pas encore précis, À un moment donné, ça devient... Je m'y connais pas en diamant, mais j'imagine que ça devient des carats de je sais pas quoi, voilà. Oui, ce que tu dis là, je trouve que ça, c'est une des questions que j'avais à la fin, c'était que je trouve ton spectacle est très écrit. Et la manière dont tu parles, je trouve que c'est un ton qui est un peu différent des autres humoristes. C'est pas du tout une blague à la seconde comme certains peuvent le faire. Ouais. C'est très raconté, tu nous racontes une histoire, tu nous mets, c'est un dialogue, tu essaies de discuter avec le public. Justement, est-ce que c'est dur? Est-ce que ça a été dur de trouver ce ton et de réussir justement à dire toutes ces phrases que t'as bien écrites avant justement, et de trouver ton ton pour raconter l'histoire sans, j'imagine, peut-être te dire bon là je les ennuie, comment je fais, là faut que j'ajoute une blague, là je vais faire une imitation. Comment tu fais pour avoir cette façon assez personnelle, je trouve, de faire l'humour du coup? Je suis trop touché en vrai, juste quand tu dis le mot histoire, ça me touche de fou parce que j'ai toujours voulu raconter des histoires. En vrai, j'ai toujours voulu raconter des histoires et le fait que c'est comme ça que tu l'as perçu, ça me touche de fou. Donc merci. C'est très écrit, mais c'est un style qui m'est arrivé très vite dès que j'ai voulu écrire et raconter tout ça. Donc
je préférais largement que ça soit beau et avec un tout petit peu moins de blagues, mais parce que comme tu l'as dit, c'est du seul en scène. Et c'est pour ça que je fais pas du stand-up. Je fais du seul en scène. Peut-être qu'un jour je ferai du stand-up, mais pour l'instant je fais du seul en scène parce que j'avais l'impression que au moment où j'écrivais tout cela, il était plus juste pour moi d'écrire de cette manière-là que de rajouter des blagues. J'avais besoin de d'écrire comme ça. Et après, il y a quand même un peu des moments d'humour quand tu imites ton évidemment. père, quand tu voilà, c'est pas que un spectacle voilà raconté comme ça, mais c'est vrai que c'est un ton qui est assez différent même des autres seuls en scène, je trouve. Et c'est ça qui est très chouette. Bah, merci. Mais j'étais obligé de raconter des blagues. Enfin, en fait, mais c'est même pas que je voulais raconter des blagues, c'est juste que les situations étaient beaucoup trop cocasses pour pas en rire. À un moment donné, j'étais bon, c'est pas possible. Ça fait gaulerie en vrai. Et je vois du coup en te parlant qu'il y a ton affiche du coup derrière nous, et notamment le surtitre de l'affiche que j'avais noté, qui est une question qui est comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père. Et justement, c'est une très vaste question. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas trouvé une ou des réponses à cette question que tu as aussi écrit ce spectacle-là? J'imagine. Est-ce que tu t'as cherché une autre manière d'être un homme aujourd'hui dans la société et ça passe par ce spectacle? En fait, cette question, elle est venue pendant l'écriture. Elle est venue où d'un coup, je me suis dit, mais ça résume tellement bien. C'est juste après avoir rencontré Noémie, où on a commencé à bosser ensemble et tout, je réfléchissais comment commencer. J'ai fini en finale de Candidator, c'est un festival d'humour parisien. Et en gros, bref, je voulais commencer mon sketch avec une phrase, une question percutante, et c'était en mode on ne naît pas homme, on le devient. Tu sais, je partais de cette phrase de base de Simone de Beauvoir et tout. On ne naît pas garçon, on devient homme. Et là, d'un coup, je me dis, mais oui, en fait, on n'est pas comme son père non plus. Et pourtant, j'ai toujours cherché à lui ressembler, etc. Donc, avant le fauteuil roulant. Et du coup, je me dis, mais oui, en fait, comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père? Et je pensais pas que ça allait devenir une catchphrase à ce point-là. C'est-à-dire que dès que je parle de mon spectacle et je dis, comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père, les gens captent et me disent, mais c'est génial comme phrase, j'adore et tout. Je suis en mode, bah merci, j'ai mis trop de temps à la trouver. Mais même moi, quand j'ai trouvé, j'étais en mode, no, allô Noémie, je crois que j'ai trouvé la phrase et tout. Donc on s'est dit, voilà, en chapeau, ça marchait bien. Et ton père, du coup, comment il a pris ça? Parce que tu le joues aussi beaucoup sur scène. Est-ce que tes proches, parfois, se sont dit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il se livre un peu trop là. Ou est-ce que justement, ils t'ont soutenu? Ils ont compris ta démarche? Et parce que justement, tu les imites, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour derrière. C'est pas, t'as pas coupé tous les ponts avec ta famille. Je veux dire, c'est pas, voilà, tu les imites pas de manière méchante. C'est vraiment, voilà, c'est. Mais quand même, je me dis, quand tu vois ça sur scène, tu dois te poser des questions. Comment ils l'ont pris, et notamment ton père? Vraiment, mon père, je pense qu'il m'appelle à peu près tous les 3 jours pour me dire ta dernière vidéo là, super, c'est top, continue, ça va marcher. Enfin bref, vraiment, à sa manière, vraiment, il est très présent. Depuis, il a même créé un festival d'humour dans la ville de là où on vient. Dans le spectacle, effectivement. Exactement. Non, je ne dis pas dans le spectacle. Je l'ai vu sur Instagram alors du coup. Ah, peut-être. J'ai peut-être vu en interview alors. J'ai fait une interview avec lui. Exactement. Ah, mais c'est ça alors que j'ai dû voir. Et du coup, il a même créé un festival d'humour et tout qui s'appelle le festival Poule Rire au Poulien. Il est électricien, je t'ai dit, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir de base. Donc, ouais, non, franchement, il s'est découvert aussi une passion pour ça. Et je pense que me voir me libérer. Mais en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais mon père, il a aussi un père. C'est bête, mais mon père, il a aussi un père, il est aussi victime d'une éducation. Il a dû aussi essayer soit de se libérer, soit de rentrer dans le rang. Exactement. Et donc je pense que moi, me voir me libérer, ça le libère aussi, et donc il se permet des choses qu'il se permettait pas forcément avant. Je sais pas si c'est que grâce à moi, je pense qu'il y a aussi lui, tout ce qu'il est en train d'accomplir en tant qu'homme, avec ses nouvelles rencontres et avec son taf et tout. Mais voilà, je me dis qu'on se tire vers le haut et c'est cool. Et justement, du coup, tu parlais tout à l'heure de ta rencontre avec Noémie Delattre qui t'a aidé à changer le spectacle. Je me demandais du coup comment ça s'était fait et qu'est-ce qu'elle t'avait apporté. Est-ce qu'elle t'a apporté justement un éclairage féministe, des lectures, des choses à voir, à écouter, à lire? Comment est-ce que en quoi elle t'a aidé justement à l'amener à une autre dimension ce spectacle? Elle m'a aidé déjà dans la personne qu'elle incarne. En fait, elle m'a aidé parce que ce qui m'a marqué dès les premières minutes où je l'ai rencontrée, c'est qu'elle avait 20 ans de plus que moi. Enfin, du coup, elle a toujours 20 ans plus que moi. Et comment? Et je l'embrasse d'ailleurs, je t'aime toujours. Et comment? Elle me dirait petit con. Et comment? Et sauf que elle m'écoutait, mais on se connaissait pas. Je veux dire, j'étais personne, j'étais dans une école, j'avais une demi-heure de spectacle, enfin tu vois. Et elle m'écoutait en me disant, mais c'est super intéressant ce que tu dis et tout. Et en mode, elle se remettait en question.
Elle avait 44 ans, elle a lu, mais je sais pas combien de bouquins, elle a écrit je sais pas combien de spectacles, elle a écrit je sais pas combien de dossiers, de séries, de machin. Elle est à la pointe du féminisme. Enfin, tu vois, elle se pose des questions en permanence et en fait, elle continue de se remettre en question. Je suis en mode, ouais, en fait, c'est ça qu'elle m'a appris, tu vois. Me dire qu'en fait, ta réflexion, tu peux toujours la pousser et elle a une exigence où ce qu'elle m'a permis, c'est de jamais me laisser tranquille. Elle m'a dit, ok, c'est bien, on va faire mieux. Et en fait, au moment où elle me dit, c'est bien, c'est ça, tu sais que c'est ça. Que c'est vraiment bien. Ouais. C'est que là, t'as la bonne phrase, la bonne blague, la bonne imitation. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Combien de gens te disent, c'est super. C'est super. Bon, toi, beaucoup de gens te le disent. Oui, mais tu sais, mais même avant, tu vois, il y a plein de gens qui me disaient c'est bien et tout, mais genre quand Noémie me dit c'est bien, je sais que c'est vraiment bien. Ouais. Et que là, t'as atteint le bon. Voilà, exactement. Donc voilà, elle m'a appris l'exigence, la précision, et bon, j'avais déjà le travail, tu vois, j'ai toujours été un bosseur de fou, mais elle m'a appris la précision et la poésie, tu vois. Elle a un truc, ouais, je l'adore. La rigueur, il y a plein. En vrai, elle est très inspirante parce qu'elle m'a appris dans le travail qu'on faisait ensemble, mais aussi dans tout ce qu'elle incarnait. Ouais. Tu vois, dans cette meuf qui a un appartement magnifique, qui a une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle, une vie d'artiste. Tu la vois des fois, elle est en train de peindre des toiles et tout. Tu savais peindre? Non, mais j'ai appris, je sais pas. Je trouve ça génial. Mais meuf, comment tu fais pour faire comme ça? Tu le vois, elle joue au piano, elle fait des trucs. Et puis elle joue, quoi, tu vois. Elle joue ses seuls en scène, mais elle est au cinéma, elle est à la télé, elle écrit des chroniques. Comment tu peux avoir autant de casquettes? Et en fait, elle est trop forte. Enfin, moi, je suis ravi, c'est un peu mon ange gardienne, ce qui m'a pris sous son aile, quoi. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et comme tu dis, du coup, elle t'a amené très loin, elle t'a poussé à faire un spectacle qui est du coup très original et qu'on voit pas forcément beaucoup d'hommes hétéros faire ce genre de spectacle. Ouais. Parce qu'on voit des hommes gays qui ont des seuls en scène ou du stand-up qui réfléchissent beaucoup à des questions comme ça de masculinité. Il y a Panayotis Pasco, il y a Jesse, etc. Mais en homme hétéro, il y en a très peu. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu un ovni justement sur cette scène-là? Est-ce que tu as l'impression que ça évolue un peu? Comment est-ce que tu vois l'humour, en tout cas, quand on est un homme hétéro cisgenre aujourd'hui sur scène? Je le vois comme une remise en question. Je pense qu'il est temps de se remettre en question. Réfléchissons-en. Effectivement, j'essaie, moi, il m'a grave inspiré. Panayotis, il m'a grave inspiré. Enfin, c'est des gars que j'ai trouvé super inspirants. Oui, il y a peu d'hétérosexuels peut-être qui abordent ces sujets-là. Je sais pas trop quoi dire, je pense que ça va arriver en fait, juste ce qui est sûr c'est que je me sentais seul dans ma vie, du coup j'ai fini par en parler. Après, tu vois, moi j'ai plein d'hommes hétéros qui viennent à la fin du spectacle et me disent bah gros merci, parce qu'en fait je me demandais si tu vois, si c'était normal ou pas, et donc évidemment il n'y a rien qui est normal ou pas, c'est pas des questions de normalité, plus d'expérience, mais en tout cas pour l'instant je suis peut-être du moins un des premiers qui parle de ça en tant qu'homme hétérosexuel. Mais je suis sûr que ça va bouger, c'est pas possible. Enfin, tu vois, tout bouge dans la société. On va arriver tous ensemble à se remettre en question et à faire de ce monde un monde un peu plus ouvert, quoi, où on ose parler de nos faiblesses, où on exprime ça. Mais déjà, en général, il y a ça dans le stand-up. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'hommes qui se livrent, juste peut-être pas forcément sur ces thématiques-là, mais il y a quand même des gens qui se livrent beaucoup. Ouais. Enfin, Roman Frisney, tu vois, je trouve qu'il parle super bien des addictions. C'est un mec, moi, il m'a énormément inspiré dans plein de choses qu'il a fait. Il parle énormément de ses addictions et je trouve ça trop inspirant. C'est très bien fait. Il y a une génération d'humoristes qui parle très ouvertement de pas mal de choses, santé mentale, de plein de choses comme ça, effectivement. Et tu dis que ça crée un lien du coup avec le public, qu'ils viennent te voir souvent à la fin, ou parce qu'au début aussi du spectacle, maintenant tu viens, j'ai vu que tu jongles un peu avec ton ballon et tu racontes un peu, tu parles un peu avec des gens au premier rang. C'est ça, j'aime trop, ça me détend. Avant j'attendais en loge et tout, maintenant je suis là, ils sont là, autant être là avec eux et avec elles et discuter au lieu de stresser tout seul en loge, quoi. Donc non, c'est vrai, j'ai des retours du public qui sont super touchants. C'est plus des meufs en vrai qui osent venir à la fin et qui me disent franchement c'est trop cool et tout, mais souvent il y a le mari ou le compagnon qui est à côté et qui dit non mais c'est vrai, c'est bien, c'est avec la voix un peu plus grave, qui essaye de montrer qu'il est pas trop touché, mais quand même. Donc non, je suis content qu'il y ait de plus en plus d'hommes déjà qui viennent voir ce spectacle. Et pour finir, je me demandais, donc du coup là, c'est ton premier spectacle que tu joues encore donc à la Nouvelle Scène jusqu'en juin. Ouais, juillet même, ouais. Et que tu as joué aussi un peu dans d'autres villes en France et que tu vas jouer dans d'autres villes encore en France. Ouais. Est-ce que tu penses déjà à la suite? Parce que ça fait 5-6 ans du coup que tu as écrit ce spectacle, tu
tu le perfectionnes, mais que tu le joues, ça fait que 2 ans, je crois, à peu près, 2023, non? Un an Ouais, et demi, ouais. c'est ça. Est-ce que du coup, tu penses déjà à la suite? Ou est-ce que là, pour l'instant, tu te dis, bon, c'est toujours, je suis toujours en train de jouer, toujours en train de le perfectionner, de changer des choses? Ou tu penses déjà à une prochaine thématique pour un prochain spectacle ou... Les deux. Non, en vrai, les deux. Enfin, je veux dire, évidemment, je me dis toujours, non, mais il y a trop de choses encore à bosser sur ce spectacle pour qu'il soit fini. Et en même temps, je suis là en mode, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? et en fait, plus je fais des séances de psy, plus je me dis, mais en fait, ça va, j'ai large la matière pour un deuxième spectacle. donc tout va bien, non, ça va, ça m'inquiète pas trop. Ouais, pas trop stress pour ça. Non, pas trop stress. Et puis tu vois, en fait, tout le temps que ça prend. J'ai hâte, enfin tu vois, c'est aussi une vie qui est intense, enfin je suis encore serveur dans des bars et tout, enfin ça me prend du temps, je prends beaucoup d'énergie dans des tafs à côté qui ne sont pas forcément artistiques et voilà, j'ai hâte un jour de pouvoir me dire ok, je vais pouvoir faire que de l'artistique et je vais me lever et je vais écrire et je vais retrouver un peu cette détermination que j'avais à l'école où c'était assez agréable d'avoir des plages horaires où en fait là t'avais 3 heures pour écrire. Trop cool, enfin, vraiment trop cool, donc ouais, j'ai hâte. Bah écoute, merci beaucoup Samuel. Merci à toi, j'ai adoré. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.